Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec le troisième module et qui porte le titre Utilisation des matières organiques et inorganiques. Donc ce titre-là, on a vu, il contient 3 chapitres, ou bien 4 chapitres, pardon, chapitre 1, 2, 3 et le chapitre 4. Donc, concernant les 3 premiers chapitres, je les ai faits dans les vidéos précédentes. Donc, aujourd'hui, on va étudier ensemble le chapitre 4, c'est-à-dire le contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. Donc, avant de démarrer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier beaucoup de vidéos et pour vous, vous pourrez accéder facilement à nos vidéos au moment où vous naviguez dans YouTube. Donc, on va démarrer. Le chapitre 4, contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. Introduction. On a 3 types de milieux naturels. L'air, l'eau et le sol. Donc ces 3 types de milieux naturels, si on le protège bien et s'il reste sain et hygiénique, cela veut dire que cela a un effet positif aussi sur la santé de l'homme. Donc, on va retourner au titre. On a dit mot salubrité. Qu'est-ce que c'est que la salubrité? La qualité, on sait tous en arabe, al-jawda. Mais qu'est-ce que c'est que la salubrité des milieux naturels? La salubrité, c'est-à-dire du milieu, soit l'air, soit l'eau, soit le sol, caractérisé par une absence de maladie. Plus précisément et plus particulièrement, tout ce qui est utile en vue de la santé publique, comme les soins de propre des villes, l'éclairage, la construction des rues, la construction des établissements publics, la construction des hôpitaux, les mesures concernant les épidémies et les vaccinations. Donc voilà beaucoup de facteurs qui, si se rassemblent, ces facteurs-là, on peut réaliser ce qu'on appelle la salubrité. La qualité de vie des organismes ou de l'eau est liée. Avec qui? Avec l'état de santé de ces milieux naturels. C'est-à-dire, si on protège bien ces milieux naturels, si on évite tout ce qui contamine ces milieux naturels, cela a un effet positif sur la santé et l'environnement de l'homme et des êtres vivants. Voilà l'explication de cette équation. Donc, les pollutions des milieux naturels ont une influence directe sur l'environnement et la santé. Donc, des milieux naturels pollués, cela a un impact négatif sur l'environnement et la santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement face au problème de l'activité humaine, de l'industrie, de l'urbanisation accélérée? Donc, tous ces facteurs-là ont pollué ces 3 milieux naturels. Donc, face à ces problèmes sur l'environnement et sur la santé des êtres vivants, comment on va faire? Les organismes internationaux d'hygiène et santé, ou bien l'Organisation mondiale de la santé, a instauré ce qu'on appelle des normes, ma'ayir, des critères
pour maintenir une qualité et une salubrité convenable pour ces trois milieux naturels. Donc ces normes-là, que chaque pays doit les respecter. Donc on se base sur ces critères caractérisant chaque milieu. Dans chaque milieu, soit l'air, soit l'eau, soit le sol, doit respecter des normes établies par l'Organisation mondiale de la santé. Comment ça? Donc, quels sont ces critères que doit chaque pays respecter pour ces trois milieux naturels? Pour l'eau. Donc, moi, je vous demande ici de bien se concentrer sur ce critère-là. Pourquoi? Parce que dans ce critère-là, il y a deux paramètres essentiels auxquels on va voir aussi de ce paramètre très important sur lequel se poseront les questions pendant l'examen national. Donc il faut bien être attentif et se concentrer sur ce vidéo-là pour comprendre ces deux sous-paramètres. L'évaluation de la qualité de l'eau se base sur plusieurs paramètres. Il y a le paramètre physique, c'est-à-dire limpidité, c'est-à-dire la transparence de l'eau. Il faut que l'eau soit transparente, soit limpide. Il faut aussi que l'eau doit maintenir une température convenable, qui ne doit pas dépasser 20 degrés Celsius. Il faut que l'eau soit conductible, c'est-à-dire elle a ce qu'on appelle la conductibilité. Qu'est-ce que c'est que la conductibilité ou bien aussi la conductivité? C'est la même chose. Deux synonymes signifient le même sens. La conductivité ou bien la conductibilité est une mesure de la capacité de l'eau à conduire un courant électrique. Et pour que l'eau conduise bien le courant électrique, il doit contenir ce qu'on appelle des ions. C'est-à-dire que l'eau doit être ionique. Donc, plus l'eau est ionique, c'est-à-dire contient ces ions-là, plus il est capable de conduire un courant électrique. Et plus la conductivité mesurée est élevée, et plus la qualité de l'eau est meilleure. C'est ça l'explication de ce paramètre-là. Donc, deuxièmement, le paramètre chimique. Donc ici, il faut faire attention, comme je vous ai dit, à ce paramètre qu'on va voir aujourd'hui et sur lesquels se poseront les questions pendant l'examen national ou même pendant le contrôle continu. Parmi les analyses utilisées pour mesurer la pollution des eaux, on a deux paramètres. Les voiles, l'ADCO et la DBO5. Donc, méfiez-vous. Donc, il faut se concentrer. Écoutez bien, ce sont ce paramètres très importants. Donc, qu'il faut les comprendre et les apprendre en même temps. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ADCO et qu'est-ce que c'est que la DBO5? Donc, je vous explique. Comme vous savez tous, dans le premier module, au début de l'année, vous avez étudié avec votre professeur le premier module qui est quoi? Qui est la consommation des matières organiques et le flux d'énergie. Et dans ce module, vous avez vu deux phénomènes, la fermentation et la respiration cellulaire. Donc, on va se concerner sur la respiration cellulaire. Donc, la respiration cellulaire, c'est quoi? C'est une dégradation totale de la matière organique en présence d'oxygène. C'est-à-dire que la matière organique consomme de l'oxygène pour se dégrader totalement. C'est ça. Et pour donner le CO2 qu'on a vu, l'eau et l'énergie. Donc, comme vous savez tous, les matières organiques sont des matières oxydables, c'est-à-dire ils se dégradent. Et pour se dégrader, ils nécessitent pour leur décomposition
composition une certaine quantité d'oxygène. Donc, dans le milieu où il y a beaucoup de matières organiques, ce milieu, comment vont s'appauvrir en quoi? En oxygène. Donc l'oxygène va être consommé par les matières organiques pour s'oxyder totalement. C'est pourquoi on considère les matières organiques comme des matières polluantes. Donc plus le milieu contient des matières organiques, plus le milieu est pollué. Donc, à base de la teneur en matière organique, on peut différencier différents types d'eau. C'est-à-dire, selon la concentration de la matière organique dans le milieu, on peut différencier plusieurs types d'eau. Et voilà, il y a l'eau de l'unité industrielle, il y a des eaux usées domestiques, c'est-à-dire issues de l'activité quotidienne de l'homme dans leur habitation. Par exemple, les eaux de la salive, les eaux de la vaisselle, les eaux de linge, les eaux de nettoyage, etc. Tout ce qu'on fait dans la cuisine, ce sont des eaux usées domestiques. Et il y a des eaux pures. Et voilà. Donc, dans ces trois types des eaux, il y a une différence. Par exemple, les eaux pures, l'eau est pure. Donc, elle est transparente, elle est limpide. Mais dans les eaux domestiques ou industrielles, l'eau contient beaucoup de matière organique. Donc, il est usé. Donc, deux paramètres permettent d'évaluer la teneur de matière organique. La demande chimique en oxygène, c'est-à-dire l'addition demande chimique en oxygène. C'est-à-dire que dans un milieu, chaque matière, quantité de matière organique nécessite ou bien demande une quantité d'oxygène pour dégrader cette matière organique. Et ça se fait par un réactif au laboratoire. C'est pour on mesure, c'est-à-dire on mesure l'addition de trois types d'eau au laboratoire. C'est pour ça on l'appelle demande chimique en oxygène. Donc l'unité c'est milligrammes par litre, c'est-à-dire que dans un litre d'eau contenant des matières organiques, cette matière organique dans un litre d'eau demande une certaine quantité d'oxygène dissoute dans cette eau pour dépolluer les matières organiques de cette eau-là. Donc l'addition correspond effectivement à quoi? À la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques présentes dans un échantillon donné. C'est ça. Par exemple, donc l'oxydation réalisée ici par un réactif chimique, c'est pourquoi on dit demande chimique en oxygène. Par exemple, dans l'eau potable. Donc, pour que l'eau soit potable, il faut qu'un litre d'eau potable demande une quantité d'oxygène de 8 mg pour oxyder totalement la matière organique que contient ainsi un litre d'eau potable. Donc, d'une autre manière, un litre d'eau potable contenant évidemment des matières organiques, pour qu'il se débarrasse de cette matière organique, il lui faut 8 mg d'oxygène dissoute. C'est ça. Pour l'Union européenne, il a établi une valeur que doivent respecter les usines, c'est-à-dire les unités industrielles, pour évacuer dans les bassins ou les lacs ou dans l'eau de mer les eaux usées qui ne doivent pas dépasser 110 mg par litre.
Dans les eaux usées, c'est-à-dire domestiques, il contient beaucoup de matière organique, donc il demande une quantité énorme d'oxygène dissous dans l'eau pour dégrader la matière organique contenue dans 1 litre d'eau usée domestique. Et aussi les eaux usées industrielles. Donc, il demande 10 000 mg par litre. Et il y a plus que ça, il y a d'autres milieux qui demandent 120 000 mg par litre. Comme vous voyez ici, de l'eau potable aux eaux industrielles. Donc, plus il y a une quantité de matière organique dans l'eau, plus il y a consommation d'oxygène. La demande biochimique en oxygène, c'est-à-dire la DBO5, c'est-à-dire milligrammes par litre l'unité. Cette mesure de la quantité des matières organiques dans un échantillon donné d'eau fait intervenir des micro-organismes. Ce sont des bactéries aérobies. C'est pour cela qu'on dit demande biochimique en oxygène. C'est-à-dire, ces bactéries tirent l'énergie nécessaire par oxydation de matière organique. Donc, diminution d'oxygène dans les milieux est mesurée par la DBO5, c'est-à-dire la quantité d'oxygène consommée pendant 5 jours et à une température de l'eau de 20 degrés Celsius pour une dégradation des matières organiques. Par exemple, l'eau potable, que vous voyez ici, qu'on consomme, c'est-à-dire qui est destinée pour la consommation humaine. La DBO5 est 0 mg par litre. Pourquoi? Parce que l'eau potable ne contient pas de matière organique. Donc, il ne va pas demander d'oxygène pour dégrader cette matière organique, puisqu'il n'y a pas. Il est absent. Donc, l'eau potable ne contient que des molécules d'eau, d'oxygène et des sels minéraux. Donc, il ne contient pas de matière organique. C'est pourquoi la DBO5 est de 0 mg par litre. Par exemple, les eaux superficielles de bonne qualité, comme ceci, dans ce lac-là, elle est de quelques milligrammes par litre, c'est-à-dire il ne demande pas beaucoup d'oxygène pour dégrader les matières organiques contenant dans 1 litre d'eau de cette eau superficielle. Notabilité. Plus la valeur de DBO5 et DCO augmente, plus la teneur en oxygène diminue et plus le milieu est pollué et vice-versa. Pour l'air, l'évaluation de la qualité et de la pureté de l'air repose sur la surveillance de la concentration de certains polluants, lesquels le CO2, le CO, le SO2, le NOx, les particules en suspension. Donc, les valeurs de ces polluants ne doivent pas dépasser celles établies par l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé a établi des valeurs pour chaque paramètre ici, pour chaque polluant, qu'on ne doit pas dépasser dans l'air. S'il dépasse dans l'air, ça veut dire que le pays ou les responsables de ce pays-là ne respectent pas les normes et il faut respecter les normes pour que ces polluants gardent les mêmes valeurs établies par l'Organisation mondiale de la santé. Pour le sol, l'évaluation de la qualité du sol repose sur l'abondance, la diversité et l'activité des êtres vivants qui participent au fonctionnement du sol. C'est-à-dire, plus le sol contient des micro-organismes, plus le sol est meilleur.
Pour cela, on utilise une mesure de la qualité de sol qu'on appelle IBQS, c'est-à-dire indice biologique de la qualité de sol. Plus IBQS augmente, plus la qualité de sol est meilleure. Donc, voilà. À bientôt pour un nouveau vidéo.